directrice générale du Centre d'écologie urbaine et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce webinaire que j'aurai le plaisir d'animer. Pour votre information, le webinaire est enregistré et sera disponible par la suite sur la chaîne YouTube du Centre d'écologie urbaine. Ce webinaire, c'est l'occasion de découvrir des écoles qui ont mis sur pied des initiatives pour apaiser leur environnement immédiat, tout en posant des actions pour faire face au changement climatique. Aujourd'hui, nous avons réuni 4 panélistes, des leaders engagés dans leurs domaines respectifs pour aborder différentes dimensions des écoles apaisées et pour vous inspirer vers le passage à l'action, que vous soyez du domaine scolaire ou de tout autre secteur et que vous souhaitez passer à l'action dans vos milieux. D'ailleurs, j'en profite là, pour souligner la présence de participants tant de Montréal qu'ailleurs au Québec, qui agissent aussi bien dans le milieu communautaire, scolaire, municipal, ou encore qui sont des professionnels ou citoyens et citoyennes engagés dans leur communauté. Donc, ce midi sont avec nous Anne Pelletier, chef de service en santé environnementale et parcours de vie en milieu urbain à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Également Stéphanie Watt, cofondatrice et co-directrice de Métallude. Denis Boivin, directeur de l'école Saint-Benoît au Centre de services scolaires de Montréal et directeur de l'école Saint-Benoît, pardon, je la situe dans l'arrondissement de Antique-Cartierville. Et enfin, Madame Marie Sterlin, conseillère d'arrondissement dans le district du Malène, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Pour ce webinaire, je situerai d'emblée, d'entrée de jeu, les défis, les enjeux qui interpellent les écoles et leurs communautés autour de la création de milieux de vie, non seulement apaisés, mais également résilients au changement climatique. Par la suite, chacun des 4 panélistes présentera de sa perspective tant les motifs de leur passage à l'action que des solutions qui permettent d'avancer vers des écoles à échelle humaine. Vous voyez à l'écran un peu le déroulé de notre événement ce midi. Ça se veut également un événement où, une fois les présentations faites par les 4 panélistes, nous aurons l'occasion d'avoir un échange avec des questions croisées sur les défis, les leviers, des perspectives d'action pour terminer notre webinaire avec une période de questions du public. Donc, à cet effet, je vous invite également à poser vos questions dans la boîte questions et réponses tout au long du webinaire et on pourra choisir, rassembler les questions pour les transmettre à nos panélistes. Donc, ce sera grosso modo le programme qu'on suit ce midi pour des écoles apaisées. Si jamais vous avez des problèmes techniques, utilisez le chat pour contacter l'équipe. On essaiera de vous aider le cas échéant ou bien au courriel info@écologieurbaine.net également si vous rencontrez quelques pépins en cours de route. Donc, voilà la table mise pour notre webinaire ce midi. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par des écoles apaisées? À Montréal, comme ailleurs, les écoles constituent une composante importante de l'environnement et des communautés, et ce, tant en milieu urbain, périurbain que rural. Ce sont des lieux de passage incontournables pour les enfants, les adolescents, leurs familles, on pourrait même dire comme lieu d'emploi aussi important et d'activités communautaires. Donc, les écoles, elles animent la vie des quartiers autant qu'elles contribuent physiquement par leur bâti dans l'environnement à bâtir des villes à échelle humaine. Or, durant le parcours du primaire au secondaire, les élèves sont quotidiennement confrontés à des conséquences de choix d'aménagement qui privilégient l'automobile au détriment des conditions et du sentiment de sécurité pour les personnes qui choisissent de se déplacer à pied ou à vélo. Ces choix d'aménagement centrés sur l'automobile qui ont peut-être trop souvent façonné nos villes ont bien sûr aussi un impact sur la qualité de l'environnement immédiat de l'école qui se retrouve notamment fortement minéralisé. Ces conséquences, ça contribue à ce qu'on nomme le cercle de la dégradation de la sécurité aux abords des écoles. Donc, inquiets de la dangerosité des rues et craignant pour la sécurité des enfants, les parents prennent alors la décision de les reconduire à l'école en voiture.
Donc, cela engendre un nombre croissant de voitures aux abords des écoles et d'autant que dans les dernières années, les voitures sont de plus en plus de grande taille. Donc, on a plus de voitures plus grosses en circulation autour des écoles, ce qui vient alimenter malheureusement le risque auquel les enfants sont exposés et également le sentiment de sécurité lorsqu'ils se déplacent à pied et à vélo. Alors, et là, on voit bien le cercle. Donc, jugé trop risqué par les parents et les enfants, bien finalement, les parents décident d'utiliser la voiture. Donc, les enfants utilisent de moins en moins les transports actifs et ainsi, malheureusement, va la roue de la dégradation de la sécurité aux abords des écoles. Pour votre information, bien, en 2012 et 2018, il y a eu plus de 6 000 collisions en zone scolaire qui ont été rapportées à la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, voilà pour la question des environnements apaisés lorsqu'on parle de mobilité. D'autre part, l'environnement des écoles présente souvent une forte minéralisation, tant dans la cour d'école que dans l'espace public environnant. Par espace public, on parle par exemple des rues, des stationnements, entre autres, qui entourent les écoles. La minéralisation entraîne bien sûr la création d'îlots de chaleur et les effets de la chaleur sur la santé sont bien documentés. Mais la chaleur aussi influence sur le choix des activités qui vont être faites dans l'espace extérieur et souvent, lorsqu'il fait trop chaud, ça décourage, ça n'incite pas non plus à utiliser le transport actif. Pourtant, l'efficacité des mesures de verdissement puis leurs bienfaits sur la santé physique, mentale sont bien reconnus. Chez les enfants en milieu scolaire, par exemple, les espaces verts favorisent le calme, l'attention, la concentration, de même que la réduction du stress. Et ces enjeux-là de minéralisation ou d'obstacles au déplacement actif sont particulièrement importants compte tenu du contexte actuel qui est marqué par les changements climatiques et également un taux d'activité physique qui est malheureusement, qui baisse malheureusement sans cesse chez les jeunes de 5 à 17 ans. Mais heureusement, et c'est l'intention de notre webinaire aujourd'hui, il y a plusieurs projets et initiatives qui permettent de constater le potentiel des établissements scolaires comme des vecteurs d'apaisement de leur quartier. Ce sont des espaces qui sont propices à la transformation pour rehausser les conditions de sécurité, rendre les milieux plus verts et résilients et favoriser bien sûr l'adoption de saines habitudes de vie. C'est également, on aura des exemples en ce sens, une occasion aussi de valoriser les savoirs des jeunes et de soutenir leur implication dans la transformation de leur milieu de vie, parce que l'école, c'est vraiment le quotidien des jeunes pendant une très bonne partie de l'année. Puis par ailleurs, bien, il y a un contexte aussi qui est favorable à une plus large échelle. L'année dernière, le gouvernement du Québec a adopté la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Actuellement, à l'échelle de la CMM, il y a tout l'exercice de l'élaboration du futur plan métropolitain d'aménagement et de développement. Et ici, à Montréal, et ça peut être le cas dans d'autres municipalités également, bien, il y a tout un travail qui se fait sur le plan d'urbanisme et de mobilité à l'horizon 2050. Ces grands documents de planification donnent aussi un signal clair pour transformer et nos façons de réfléchir et d'aménager le territoire. Et c'est de là qu'on peut dire qu'il y a une conjoncture qui est favorable pour passer à l'action collectivement. Puis, pourquoi pas inscrire l'apaisement des milieux scolaires dans nos réflexes d'aménagement. C'est justement pour discuter, comme je mentionnais, de ces solutions et d'initiatives pour des environnements scolaires à échelle humaine qu'on a réuni aujourd'hui nos 4 panélistes qui sont engagés dans l'amélioration de leur milieu de vie. Et ce sont des initiatives qui se passent principalement sur le territoire d'établissements scolaires montréalais, mais ces initiatives aussi illustrent très bien les défis qu'elles soulèvent, qui ne sont pas propres à Montréal et que ces initiatives ont du potentiel partout au Québec. Donc, j'invite sur cette note notre première panéliste à tracer un portrait de la situation d'un point de vue de santé publique et des bénéfices qui sont liés à ce type d'initiative. Anne Pelletier, comme je le mentionnais, travaille à la Direction régionale de la santé publique du Centre-Sud de Montréal depuis 2008 au service d'environnement urbain et habitudes de vie. Elle détient une maîtrise et un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Montréal et elle s'est intéressée au transport actif ainsi qu'aux espaces verts et sur la santé, ainsi que des espaces verts sur la santé et l'aménagement des villes vertes et actives. Elle est chef de service depuis novembre 2021. Alors, Anne, je te laisse poursuivre sur ce thème. Merci beaucoup, Véronique. Merci de m'accueillir pour ce webinaire. Dans le cadre
du webinaire sur les écoles apaisées, j'ai choisi comme perspective de santé publique celle du transport. Dans le fond, pour la Direction régionale de la santé publique de Montréal, le transport représente un des plus grands enjeux pour la création d'environnements apaisés autour des écoles. Véronique le mentionnait bien tout à l'heure, la perte du sentiment de sécurité amène le fait que plus en plus de parents amènent leurs enfants à l'école en voiture et on crée ainsi un cercle vicieux. Et pourquoi donc est-ce ainsi? Puis quels sont les impacts de s'être engagé dans cette roue qui, dans le fond, cause beaucoup d'accidents de la route, de risques d'accidents de la route et de traumas, donc de blessures, mais aussi beaucoup d'autres impacts collatéraux au trauma routier. En fait, ce qu'on a observé, c'est un déclin du transport à pied et à vélo depuis le début des années 1980. En 1980, environ 7 à 8 enfants sur 10 se déplaçaient à pied ou à vélo vers l'école. Et les dernières données nous démontraient que ce n'était plus que 2 ou 3 enfants sur 10 qui le faisaient dans les dernières années. Il me semble que les données remontent à l'enquête origine-destination de 2018. Il y a bien sûr la peur perçue que notre enfant soit enlevé, la violence, mais il y a aussi beaucoup de raisons en lien avec l'aménagement du territoire et en lien avec les défis que cause notre aménagement avec le déplacement actif. Il faut savoir qu'un enfant a la totalité de ses capacités, si on veut, à bien reconnaître son environnement à partir de l'âge de 9 ans. Donc, plus l'environnement est complexe à lire, plus ça va lui prendre du temps à s'autonomiser dans un environnement complexe où il y a plusieurs stimuli simultanés, donc beaucoup de circulation automobile, des feux de circulation, des pancartes à lire. Ça amène beaucoup, beaucoup de défis pour un enfant. D'autre part, les enfants sont plus petits et nos véhicules sont de plus en plus gros, ce qui fait qu'un jeune enfant qui se déplace sur la route peut ne pas être vu par un véhicule automobile si on pense à un véhicule de type VUS où on est placé beaucoup plus en hauteur. Ça, c'est la perspective de l'enfant. De la perspective de l'environnement, depuis la fin des années 40, on a changé notre type d'aménagement des rues pour passer d'un aménagement qui était plus encadré et aller vers plus ce qu'on appelle un modèle en lollipop ou en rond-point, si on veut. Ça crée beaucoup de quiétude dans les ronds-points, mais ça a comme impact négatif ou effet pervers de séquestrer les fonctions urbaines. Ce qui fait en sorte qu'autrefois, l'école était souvent située au cœur du quartier, bien au centre, et les quartiers étaient construits autour. Maintenant, on cherche à loger les écoles en bordure des quartiers parce que, d'une part, la façon dont les quartiers sont aménagés ne permet pas de mettre l'école au centre et de s'y rendre rapidement, mais aussi le choix des terrains est souvent fait en fonction des coûts. On cherche à vendre les terrains les plus lucratifs, puis on garde les terrains les moins payants pour la construction de d'autres vocations. Il y a également la multiplication des écoles à vocation particulière qui font en sorte que les enfants vont de plus en plus loin pour fréquenter l'école au lieu de fréquenter leur école de quartier, ce qui est une bonne nouvelle du côté éducatif et développement de l'enfant, mais peut-être une moins bonne nouvelle du côté transport. Et puis, ce qu'on a noté particulièrement à Montréal, mais j'aurais tendance à penser que c'est le cas ailleurs dans n'importe quelle moyenne ou grande ville,
mais il y a quand même un nombre important d'écoles qui sont situées sur des routes à fort débit de circulation, donc des artères où on roule 50 km/h et plus. Ceci a pour impact d'augmenter le risque de collision sur les trajets école, parce que l'enfant se situe, peu importe qu'il soit d'âge primaire ou secondaire, se retrouve à avoir à traverser des voies de circulation qui sont nombreuses. À titre d'exemple, à Montréal, on a noté un écart important au niveau d'écoles secondaires. Ça, c'est la diapo que dont je voulais parler. Entre les écoles secondaires du premier quartier, les écoles les moins défavorisées ont 91 de leurs écoles secondaires, sur des écoles des rues à faible débit contre 45 des écoles pour les quartiers les plus défavorisés. Ce qui est diffusé à l'écran actuellement, ce sont des données que nous avons colligées en lien avec l'aménagement prochain du rêve à Montréal, qui aurait comme impact de réduire les inégalités en termes de déplacement à vélo chez les enfants du primaire. Si on voit la barre verte foncée, c'est dans le fond le gain que le rêve pourrait procurer en termes d'accès au déplacement à vélo chez les jeunes du primaire. Donc, on voit que ça permet de réduire l'écart entre les différents quintiles de défavorisation matérielle, même si l'écart n'est pas tout à fait comblé. Donc, voilà, ça, c'était le rêve, nous semble donc un bel exemple. Merci. Merci, Anne, pour cette vue haut niveau un peu de la problématique du transport aux abords des écoles. J'invite Stéphanie Watt à poursuivre sur la place de l'enfant dans le milieu urbain, leur participation et leur capacité à contribuer à l'aménagement finalement de leur voisinage de proximité. Stéphanie Watt est cofondatrice et co-directrice de Métalune, qui est un OBNL qui soutient les villes pensées pour et avec les enfants. De 2017 à 2021, elle a été conseillère municipale dans l'arrondissement de Rosemont, la Petite-Patrie à Montréal, où elle a piloté des projets novateurs de mobilité, de parcs, de jeux ancrés dans les droits de l'enfant. Elle s'implique sur ces enjeux, notamment au conseil d'administration de l'International Play Association Canada et dans les comités à la Coalition canadienne pour le droit des enfants et à Espace Muni. Alors, Stéphanie, je te laisse poursuivre. Merci. L'année dernière, j'ai analysé 1200 dessins d'enfants de 35 métropoles de partout au monde qui répondaient à la question « Dans quelle ville souhaitez-vous vivre ?» Et seulement 6% des enfants ont dessiné une école. Les 1080 enfants qui n'ont pas dessiné l'école ont par contre dessiné des scènes d'enfants participant pleinement dans la vie collective et la ville, ou encore des scènes de dérégulation climatique, de biodiversité abondante ou d'équité et bien-être. Malgré sa quasi-absence dans les dessins, l'école est quand même le point d'ancrage de l'enfance, comme l'a bien décrit Véronique. Donc, comment l'école peut-elle répondre à ces besoins exprimés par les enfants et devenir cette porte d'entrée d'une ville et d'une communauté plus vaste? Donc, j'ai envie de dire que c'est en prenant deux définitions d'apaiser. La première définition, calmer, donc dans le sens de la mobilité et l'aménagement, comme l'a décrit Anne, mais aussi apaiser dans le sens d'assouvir un besoin ou un désir. Ceci est lié aux priorités et aux droits des enfants. Donc, l'école sera apaisée quand la société adulte prendra en compte les enfants dans leur processus et considérations plus vastes. C'est-à-dire qu'il faudra aller au-delà des abords de l'école pour que l'école soit apaisée. Donc, l'école apaisée, c'est l'environnement qui est favorable à la présence d'enfants, tout simplement. Il n'y en a pas tant que ça, si je regarde autour de moi, des environnements favorables à la présence d'enfants. Mais si on apaise les abords, si on, par exemple, retire la circulation automobile, on encourage les gens à venir à pied, mais on encourage surtout les enfants à arriver ayant déjà pris l'air, déjà joué, déjà connecté avec des pairs et des adultes significatifs, déjà interagi avec le paysage et le monde. Donc, on arrive régulé, on arrive disposé à apprendre. La mobilité peut donc être une fin en soi, elle peut servir une connexion plus poussée avec la collectivité, la connexion dont j'ai parlé au début. Dans cette première photo, là, moi, je ne regarde pas le zoom, donc je ne peux pas voir, mais il devrait avoir une photo
Sur la 9e avenue, en 2 campus scolaires, dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, la rue, elle est ouverte aux enfants de manière permanente. On peut jouer, chiller, apprendre, agir, observer. Mais l'école n'a pas absorbé cet espace dans son enceinte, disons-le, assez hermétique. Au contraire, ça devient une zone partagée. Puis la rue ne devient pas propriété de l'école, ne lui appartient pas. Dans Rosemont, on voit même que l'arrondissement et des organismes de quartier y offrent une programmation publique. Donc, ça devient un espace civique au cœur d'une communauté scolaire. Et c'est dans cette zone que l'école apaisée peut répondre aux besoins des enfants et des droits des enfants qui vont au-delà du projet pédagogique. Donc, je ne m'adresse pas seulement aux professionnels scolaires ou de l'école, je m'adresse aussi aux professionnels des municipalités. Dans Raconte-moi ta ville, le rapport de consultation publique que nous avons rédigé pour Concertation Montréal, en vue justement de l'élaboration du nouveau plan d'urbanisme et de mobilité, on peut lire que les enfants réclament un accès à une culture de proximité, autant comme public que force créative. Mais quand on pense à la culture de proximité, c'est souvent seuls les adultes qui la produisent. Et on se demande à Métalune, mais pourquoi les familles iraient juste au spectacle artistique et scientifique? C'est-à-dire, pourquoi juste les familles? Pourquoi juste les familles iraient voir les shows de leurs enfants? On pense que dans cette zone grise entre l'école et la société, on pourrait répondre à ce besoin et souhait de participation et de connexion. Les enfants, ils n'ont pas juste envie d'être invités, ils veulent recevoir. Et cette zone pourrait permettre ça. J'ai choisi une autre photo, celle de Tirana, une ville qui, depuis quelques années, se réfléchit à la place des enfants. Son approche n'est pas parfaite. Je n'ai pas choisi parce que je pense que c'est un ou le modèle, mais plutôt parce que cette ville a un projet de bloc école. Donc, on passe d'une... En fait, c'est une zone tampon où on se calme, j'aime dire, et où la productivité de l'école, de la rue prend une pause. Et donc, c'est 4 rues écoles, et on aime imaginer que c'est un pas vers la ville-école. Parce que dans les 1200 dessins, dans les consultations à Montréal, on voit que les enfants réclament beaucoup plus qu'un trajet maison-école. Ils veulent pouvoir se rassembler entre eux, oui, se rassembler avec leur famille, mais on a toute une section là-dessus dans notre rapport. Ils veulent juste se retrouver avec les gens. C'est-à-dire, ils veulent eux aussi faire du people watching, observer, interagir. Ils veulent aussi accès aux rues commerciales, aux icônes patrimoniaux de leur ville, à un cadre bâti qui reflète leur intérêt, à une biodiversité riche à proximité. Et je pense que l'école apaisée sera apaisée, que sa communauté d'enfants sera apaisée quand nous aurons pris en compte leurs besoins dans nos processus de mobilité, de culture, de résilience. Merci, Stéphanie. Là-dessus, je sais que le temps file Oui. pour ça. Oui. On aura l'occasion d'y revenir dans la période d'échange croisés. Tu me parlais d'école, mais plus largement de communauté apaisée. Ça fait le pont avec notre prochain intervenant, Denis Boivin, directeur de l'École Saint-Benoît, donc diplômé en enseignement du primaire, éducation, pédagogie et en gestion de l'administration scolaire. Monsieur Boivin travaille depuis maintenant 24 ans au CSSDM, d'abord enseignant au primaire pendant 13 ans. Il a été par la suite conseiller pédagogique et agent de développement avant de se diriger vers la gestion d'établissements scolaires. Comme je le mentionnais, aujourd'hui directeur de l'École Saint-Benoît. M. Boivin continue de promouvoir l'école communautaire à travers des projets visant les saines habitudes de vie. Et c'est sur cette piste qu'il poursuivra sur l'école communautaire et la motivation et l'engagement des élèves vers des écoles apaisées. Merci, Mme Fournier. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici, très heureux d'avoir été invité d'abord. On a invité quelqu'un du milieu scolaire dans ce grand monde. Écoutez, moi, j'ai le goût de vous parler. Vous voyez les photos là, de notre rue école, vraiment, qui a poussé cette année. Vous êtes pas mal tous au courant qu'est-ce qui est une rue école. Là, je n'en ferai pas la description. Nous, on la vit une journée par semaine ici à l'école le vendredi matin et le vendredi après l'école, donc à raison de 45 minutes, 1 heure par jour. Avant et après l'école, la rue, elle est fermée. Donc, les jeunes sont invités à arriver en transport en commun, à arriver en transport actif, pardon, sont invités à venir à pied, en trottibus, en vélo, en trottinette. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus.
Ce projet de rue-école-là, ce qui est fantastique dans ça, puis moi, l'angle que je veux vous parler là, rapidement dans les 4-5 minutes que j'ai, c'est tout l'effet que ça a eu sur la réussite des élèves puis l'environnement scolaire. C'est quelque chose que vous êtes peut-être moins au courant parce qu'il faut être dans les écoles pour voir tout ça. Mais pour nous, la rue-école, c'était un levier incroyable à une panoplie de projets qui sont en place et qui sont en train d'être mis en place. D'abord, il faut savoir que moi, je suis arrivé l'année passée à l'école Saint-Benoît et on se disait c'est quoi la couleur de notre école? Puis là, ben, on voyait les écoles dans le quartier. Il y avait des écoles plus axées sur les sciences, sur la musique, sur les arts, sur des programmes d'anglais. Mais il n'y avait pas d'école vraiment qui avait une couleur associée aux saines habitudes de vie ou au sport. Alors, la rue École est arrivée dans ce mouvement-là. On nous a proposé ce partenariat-là avec le CEUM, la ville de l'arrondissement Huntsic. Et nous, on a embarqué à pieds joints dans ça, mais ça a teinté vraiment beaucoup de projets qui ont découlé de ça. Je pourrais vous en parler longuement de tous les projets. Je vais les nommer rapidement parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que la rue École a créé. Puis j'aimais bien ce que Stéphanie vient de dire. Elle a parlé de zone grise. Moi, je parlais plus d'une zone neutre. Pas pour, mais pas pour jouer avec les mots, Stéphanie, mais vraiment, moi, je trouve que la rue École, la première chose que ça a pu créer, c'est vraiment une zone neutre entre l'école et les parents et les organismes communautaires. C'est un endroit, vous savez, les organismes communautaires, les parents, quand ils rentrent dans l'école, ils viennent dans une structure qui est vraiment... il y a des règles strictes, ça prend des rendez-vous, c'est pas toujours accueillant nécessairement dans les écoles. Mais sur la rue École, quand l'école est fermée de 3 heures à 4 heures, puis que les profs doivent quitter, on s'entend qu'un vendredi, les profs ne travaillent pas jusqu'à 7 heures le soir, donc ils quittent à 3h15, 3h30. Bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dehors, il y a des parents qui sont là, il y a des enfants qui sont là, et les profs passent un 5, 10, 15, 20 minutes à parler informellement avec les parents. Cet espace-là neutre a créé quelque chose de fantastique à l'école, a créé vraiment plus de bénévolat à l'école, une ouverture différente de la part de mes enseignantes et de la part des parents aussi qui ont vu l'école différemment. Donc, plus ouverte, plus accessible, disons-le comme ça. Ça nous a amené à faire plein d'autres projets. Par exemple, avec Vélo Québec, on a le samedi, il y a eu un groupe de femmes qui s'est créé, des femmes dans le quartier qui ne savaient pas faire de vélo. Alors, ben là, Vélo Québec, un partenariat avec nous, et puis là, ils donnent des cours de vélo aux femmes qui ne savent pas faire de vélo. Même chose chez nos étudiants, on a eu un groupe de cyclistes avertis qui ont appris à faire le vélo, et tout ça dans le but toujours de favoriser le transport actif, parce que si tu veux venir à l'école, parce que la rue École, elle est fermée, ben on doit développer ça chez les jeunes. Là, je m'étale un peu, mais on a découvert, nous, par la recherche, là, puis je vous donne quelques statistiques, mais ce qui est vraiment frappant, là, quand on regarde les enfants de 5 à 17 ans, il y a seulement 28% des jeunes de 5 à 17 ans qui respectent le 60 minutes d'activité physique par jour. Donc, c'est quand même inquiétant quand on sait que c'est 28%. Quand on sait aussi que la recherche prouve que la condition physique est associée positivement à la réussite, surtout en matinée. Donc, surtout le matin, quand le cerveau a bougé, vous savez, l'espèce d'adage de corps actif, cerveau performant, là, on a vu plusieurs recherches sur ça. Bien, nous, on en a eu l'exemple cette année ici de voir que le matin, quand nos jeunes, le vendredi, arrivent à l'école et qu'ils peuvent passer 15, 20, 1 heure dehors à jouer avec des amis, bien, ils arrivent beaucoup plus près à l'école. On a vu des différences. D'abord, on a vu des différences dans les retards, dans les absences qui ont énormément diminué. Donc, ça, c'est des impacts qu'il y a eu. Puis, on a vu des impacts sur la réussite qu'on est en train un peu de colliger là, à ce niveau-là. Ça a amélioré le comportement. Oui, hein, tu veux me couper, Véronique, hein? Je veux juste terminer avec ça, mais oui. On a vu une petite différence dans le comportement, puis surtout de nos élèves, puis là, je vais ouvrir la porte peut-être à des questions, mais nos élèves en difficulté, qu'on appelle EHDA, souvent qui ont des difficultés d'adaptation puis d'apprentissage, ces élèves-là, la recherche le prouve, 5 minutes d'activité fait augmenter leur niveau d'attention. Fait qu'imaginez quand il y a une rue école le matin, c'est un des exemples. Je m'arrête là, Véronique, je sais que je peux parler 1 heure. Ben, puis avec raison, c'est vraiment passionnant d'entendre l'expérience de l'école Saint-Benoît. Puis ça m'amène à notre dernière panéliste, Marie Sterlin, sur le rôle des décideurs aussi dans les écoles apaisées. Madame Sterlin habite sur le plateau Mont-Royal depuis plus de 30 ans. Elle est maintenant élue conseillère d'arrondissement depuis le dernier cycle électoral en 2021.
Et elle est auteure d'un livre paru récemment en 2002, Jean Triville, pardon, comment les quartiers deviennent inabordables. Et elle abordera précisément le rôle des décideurs dans des écoles. Et j'aime bien, je fais le pont avec Stéphanie, des communautés apaisées et la ville apaisée. Donc, Madame Sterling, je vous invite à poursuivre. Bonjour, il faut que je dise d'entrée de jeu qu'on envie beaucoup les rues écoles. Ça s'en vient chez nous, ça s'en vient. C'est un peu de ça, d'ailleurs, que je veux parler autour de ce thème-là. Moi, je porte un dossier qui s'appelle, en fait, le dossier global, c'est Fonds des écoles. On a créé en 2015, à partir des revenus de vignettes, on a créé un fonds pour favoriser, pour un appel à projet. En fait, il y a 2 volets, mais celui dont je vais vous parler plus spécifiquement, celui d'appel à projet. Donc, on sollicite toutes les écoles, on en a une vingtaine sur le territoire, et on leur demande de nous proposer un projet qui mettrait l'école au centre de la communauté. C'est-à-dire l'école, qu'est-ce qui s'y passe après 5 heures le soir? Qu'est-ce qui peut s'y passer? Qu'est-ce qui peut se passer la fin de semaine? Qu'est-ce qui favorise les ponts entre les élèves et le reste de la communauté, entre le terrain qu'est l'école? C'est sûr que ce terrain-là, ce n'est pas quelque chose qui appartient au domaine public, mais nous, comme décideurs, c'est de notre responsabilité de se dire, OK, cet espace-là est là, comment on peut l'utiliser? Donc, les projets qu'on favorise dans ce programme qui s'appelle École de quartier sont des projets qui vont avoir, oui, évidemment, puisque c'est les écoles qui les initient, alors c'est soit les directeurs d'école, soit les CE, mais un groupe donc qui appartient au départ à l'école, qui propose une initiative de verdissement. On note, c'est un critère qui est très important pour nous, c'est un critère qui est central. Comment on peut aménager une petite partie du territoire pour, bon, évidemment, résiliente au changement, qui ait un effet, alors nous, l'apaisement, c'est sur l'îlot de chaleur qu'est l'école, parce qu'on sait que toutes nos écoles, notre vingtaine d'écoles qu'on a sur le territoire, la plupart construites dans les années 60, donc vous les connaissez, là, nos écoles sur l'île de Montréal, c'est des constructions au milieu d'un champ d'asphalte. Donc, c'est ça. Donc, on regarde, donc chaque année, on interpelle, et là, c'est devenu très important quand moi, j'ai pris le dossier. On va chercher aussi beaucoup les écoles qui n'ont pas tendance à soumettre des projets. Donc, avec mon attaché, on met beaucoup d'énergie là-dessus, d'aller chercher les écoles, puis d'aller voir, OK. Alors, concrètement, ce que ça donne comme projet, on a Vigne à l'école. Vigne, mon Dieu, comment je ne me rappelle pas? Vigne, je ne me rappelle pas du nom précis du projet. On a une champignonnière. Donc, ce sont des projets qui vont chercher non seulement les écoles les démarrent, et par la suite, il y a un relais qui doit se faire dans la communauté. On favorise aussi le type, ça on va l'avoir cette année, une installation de zones de détente attenantes aux écoles. Donc, c'est ça qui fait que l'école revient au cœur de la communauté. Et je pense que comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, pourquoi ce serait juste les élèves, je paraphrase un peu ce qu'elle dit, mais qui utiliseraient un espace. Nous, c'est ça l'idée derrière. Donc, comme décideur, c'est ça. On a, nous, une vision, le parti que je représente, on a une vision. On dit, est-ce que, bon, comment on va faire pour mettre de l'avant notre idée que, bon, plus c'est vert, mieux c'est. Plus c'est vert, plus c'est résilient. Alors,
Il y a aussi un autre volet comme décideur qui est intéressant, c'est que les écoles, les communautés autour des écoles étant des communautés souvent très préoccupées par les enjeux dont vous avez bien parlé, enjeux de sécurité, enjeux de bien vivre à l'école, ça nous permet de tester des projets un peu plus audacieux. Et quand vous parliez tout à l'heure d'apaisement, on sait qu'il y a une grosse mobilisation autour de, OK, comment sont sécurisés les abords des écoles. Donc, nous, ça nous permet de voir, d'avoir un petit terrain test et de se dire, OK, si on y va avec cette mesure qui semble être très, très, qui sera jamais, qui passera jamais, mais comme on a déjà un climat d'acceptabilité sociale, ça nous permet d'y aller avec des projets comme ça. Merci, Madame Sterlin. Vous parlez, vos dernières interventions mettent la table pour notre période d'échange croisé sur des conditions qui facilitent la réalisation. Je lance la question à Denis et Stéphanie. Quels peuvent être des aménagements qui encouragent la mobilité active pour se rendre à l'école, mais plus largement aussi, quels sont peut-être les leviers, à la fois les freins à ce type d'intervention que vous identifiez? Tous les deux, vous avez une expérience bien concrète aussi sur le terrain. Donc, M. Boisvert, j'aimerais ça vous entendre peut-être sur leviers et freins pour ce type d'intervention aux abords des écoles. Ben oui, il y a beaucoup de choses. Un des leviers, je pense que c'est l'ouverture de l'école face à ces problématiques-là. Ce qui me vient en tête rapidement, là, cette année, voyez-vous, notre enseignant a commencé à faire de l'enseignement en plein air. Et puis, on a vu même que je regardais à l'Université de Sherbrooke la prochaine cohorte d'enseignants qui va étudier en enseignement dans le cursus de leur bac. Il va y avoir un cours sur l'enseignement en plein air. Et là, je parle vraiment d'enseignants réguliers de classe. Et ça, pour moi, c'est des leviers qui s'en viennent, qu'il faut vraiment qu'on valorise pour dire, ben, quand l'enseignant enseigne en plein air, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il est en train de montrer à l'enfant à utiliser son espace urbain. Puis, plus que ça, si on va découvrir un parc pour aller enseigner, ben, on se déplace à ce parc-là. On peut y aller en vélo, on peut y aller à pied. Donc, il faut que ça vienne aussi de l'école. Je pense que c'est une façon, ça, c'est un des leviers que je vois. C'est sûr que la rue école, moi, je suis vendu, je ne vous le cacherai pas. C'est un levier important, je n'ai pas besoin de vous le vendre. Il y a quand même des contraintes à ça, là. C'est dommage, mais moi, j'aurais bien aimé ça avoir une rue école 5 jours semaine. Mais notre contrainte, ben, c'est les ressources humaines. Qui va fermer les rues, qui va s'occuper d'être bénévole? C'est toujours cette problématique-là. Il y a des gens, des organismes communautaires ici, vous le savez à quel point c'est difficile d'avoir des bénévoles. Alors, ça, c'est l'enjeu pour moi assez important. Puis, ben, je pense qu'une des façons d'aller chercher pour le travailler, c'est de travailler conjointement avec la ville, l'arrondissement, pour voir comment on peut espérer des cadets de police, est-ce qu'il peut y avoir. Tu sais, il y a plein d'idées. Je suis certain qu'il y a plein de gens ici qui écoutent qui auraient des idées. Alors, c'est d'aller là, d'oser, d'aller chercher, d'être créatif dans nos façons de faire pour ne pas s'arrêter à ce genre de barrières-là qui pourraient être les ressources humaines. Merci. Je lance la question à Stéphanie. Toi qui as vu des exemples, oui, au Québec, mais également ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que tu identifies comme étant des freins ou des leviers pour ce type d'intervention qui favorise la mobilité et l'environnement apaisé autour des écoles? Je pense que le modèle permanent mérite d'être examiné parce que la mobilité des enfants ne doit pas toujours relever du bénévolat. C'est comme si le caring, on n'avait pas envie de l'absorber dans nos processus normaux de planification. Donc, tant qu'il y a l'enchaînement de déplacements qui des fois se font très mal à pied puis à vélo, tant que c'est pas compris comme étant c'est un enjeu très complexe qui a un impact sur les abords des écoles, je pense que la rue école, elle ne pourra pas tout solutionner. Les enfants, c'est plus juste le trajet simple de la mère au foyer là, qui l'accompagne. C'est plus ça, là, le quotidien. Fait que je pense que la rue permanente, que ce soit que dans les rénovations d'écoles, on a un pouvoir au CTU de revoir le stationnement, de revoir les rues en tant que telles, quand il y a des projets de rénovation. Je pense que c'est d'aller prendre de l'espace pour les enfants de manière permanente afin que des directeurs
n'ait pas besoin de mobiliser tout le temps. Fait que je pense que c'est un levier. La rue, un levier. Le levier, c'est la participation. Puis ça mène à peut-être d'autres participations, mais je pense qu'il faudra réfléchir à des solutions plus permanentes puis plus structurantes. Mais c'est le début de quelque chose de magnifique. Tu parles de solutions permanentes, structurantes, puis on parle aussi d'un contexte, entre autres les changements climatiques qui malheureusement, bon, les conséquences seront de plus en plus importantes et présentes dans nos quotidiens, puis ça affecte bien sûr, l'école n'est pas en vase clos de cet environnement. J'aimerais entendre, Anne, sur la question des changements climatiques et comment les écoles aussi peuvent être des espaces de résilience, devenir des milieux de résilience, se préparer à. Je pense que des exemples qui ont été nommés par Marie également vont dans ce sens-là. Donc, j'aimerais peut-être entendre du point de vue de la santé publique sur la question de la résilience des écoles face au changement climatique, puis on reviendra avec Mme Sterling sur, mais concrètement, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? L'exemple du plateau en est un bon, il y en a certainement d'autres aussi. Ben, c'est une question très large que la préparation à la résilience au changement climatique. On peut aller dans plusieurs directions, dans le fond. L'école, les bâtiments sont pour la plupart assez vétustes. Là, on a peu de bâtiments neufs. Donc, c'est sûr que dans les budgets de rénovation, il faut prévoir comment améliorer ces bâtiments-là. Mais c'est aussi et surtout l'environnement dans lequel est implantée l'école. J'ai parlé tantôt de la perspective du transport, mais ça fait énormément. Encore aujourd'hui, le transport routier représente plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est sûr que d'avoir beaucoup de voitures concentrées autour des écoles, ça crée un environnement défavorable. On parlait des risques de blessures, mais il y a aussi le bruit auquel sont exposés les enfants qui peuvent causer des problèmes de concentration, d'autres types de nuisances, de l'hyperactivité. Il y a aussi la qualité de l'air qui s'en trouve dégradée. S'il y a un fort volume de circulation autour de l'école, c'est pas toujours optimal en termes de qualité de l'air. Donc, de réduire le volume de voitures autour des écoles, c'est primordial. Puis après ça, c'est de penser à l'aménagement au pourtour de l'école, autant au niveau de la cour d'école, du bâtiment, mais des rues adjacentes, avoisinantes. C'est sûr que c'est plus facile quand on retrouve l'école dans un cœur de quartier, dans des petites rues locales. Mais ce n'est pas parce qu'une école se retrouve sur une artère qu'on devrait se priver d'intervenir puis d'essayer de fournir le plus possible aux étudiants, que ce soit des jeunes d'âge primaire que des enfants d'âge secondaire, de leur fournir un environnement là, de qualité, limité en bruit et en pollution, puis un environnement aussi invitant, là, un environnement accueillant. On parle de santé physique beaucoup là, depuis tantôt. Ben, en tout cas, moi, je parle de santé physique beaucoup, mais il y a aussi l'aspect santé mentale, là, de la verdure. Ça fait énormément de bien à tout le monde. Donc, il y a le principe du 3-30-300, donc avoir 3 arbres à proximité de chez soi. Je pense que ça peut être valable aussi dans le cadre d'une cour d'école, d'avoir 3 arbres à proximité. Je pense que c'est un trait minimum. 30 mètres d'un espace, 30 mètres autour, puis 300 mètres d'un parc. C'est ce qu'on devrait viser, je pense, autant pour les milieux d'habitation que pour les milieux scolaires. Merci. Puis du côté j'ai des pistes bien sûr intéressantes sur la résilience des écoles et leur aménagement. Madame Sorlin, vous avez nommé tout à l'heure l'exemple du plateau. Comment on peut aller peut-être plus vite, plus loin, de manière plus permanente sur la résilience des écoles et ensemble, certainement? Est-ce que vous le savez? Nous, c'est sûr qu'on veut toujours aller plus vite, plus... Est-ce que je dois répondre sur quels sont les freins pour aller plus vite, pour aller... vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, c'est que malgré ce que nous tous ici, on pense,
le réflexe de la place de l'automobile est encore immense. Puis j'entendais Stéphanie dire tout à l'heure, bon, la place réservée au stationnement, il y a cette espèce de résistance sur laquelle c'est très difficile d'agir politiquement. Mais je pense qu'en traduisant, c'est pas traduire que je dois dire, c'est en imposant vraiment une volonté claire, sachant tout ce qui a été nommé tout à l'heure, tous les impacts qu'ont justement la surminéralisation que commande l'usage de l'automobile, etc. C'est là-dessus, nous, on favorise les projets qui vont dans le sens d'un verdissement, etc. Je vois que la discussion est très centrée sur le déplacement, sur des déplacements actifs autour de l'école. Puis ça me ravit. On a une partie de notre programme qui est là-dessus. Mais je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur comment aller plus vite parce que c'est... Puis, est-ce que je m'adresse à l'ensemble des panélistes, est-ce que vous identifiez, on sait que les écoles sont des environnements, puis les villes également aussi souvent très régulées, normées, qu'on parle d'aménagement, on pourrait parler par exemple de normes d'espace dévolus aux enfants sur la superficie de la cour d'école, bref, il y en a beaucoup, puis qui ont des motifs aussi raisonnables, aussi pertinents d'exister. Est-ce que vous identifiez dans votre pratique des normes ou des politiques ou des stratégies sur lesquelles qui pourraient être mises en place ou qui pourraient peut-être être ajustées pour permettre d'agir davantage sur la question soit du verdissement, d'apaisement, de ce dont on discute depuis le début de notre webinaire. Je t'appelle Madame peut-être Pelletier sur les... Oui, je suis en train de réfléchir à ce qui serait le plus important pour moi. Ben, c'est sûr qu'en termes d'aménagement pour la rue autour des écoles, là, on avait quand même l'utilisation dévolue à la voie routière. Là, on parle de 70 qui est dévolu à l'automobile et plus parfois, versus 30 pour l'ensemble des autres modes. Puis quand on parle de milieux comme le milieu scolaire, on parle de multiplicité de déplacements de plusieurs types d'usagers. Il faudrait réfléchir en fonction à allouer plus d'espace dans les normes aux piétons et aux cyclistes, pas un MEG 30 pour fitter un trottoir, une piste cyclable et un autobus. Ça semble bien peu. Ça, c'est une des premières. Après ça, je dirais que pour les aménagements, plusieurs écoles ont aussi des parcs adjacents, donc on parle de parcs-écoles. Puis dans les règlements, il y a pour les promoteurs l'espèce de règlement qui dit que on peut choisir de construire un parc ou de compenser par 10 de bonification monétaire l'achat d'un terrain, puis se passer de pouvoir construire, de pouvoir aménager un parc. En 2023, 10 de la somme du prix du terrain acheté, ça me semble bien peu pour compenser tous les impacts négatifs de l'aménagement d'un parc dans un quartier. Surtout quand ceux-là sont à proximité de milieux qui sont fréquentés par les enfants. Fait que ça me semble comme deux normes ou règles incontournables sur lesquelles il faut qu'on table. Donc, réduire l'espace alloué à l'automobile en fonction des règles d'aménagement de la rue, puis aussi par rapport aux promoteurs, là, être un peu plus insistant dans l'obligation d'aménager un espace vert dans les quartiers pour maintenir un certain apaisement. Monsieur Boivin, d'une perspective scolaire de direction, qu'est-ce que vous identifiez en ce sens-là? Bien, c'est intéressant parce que toute notre discussion, il ne faut pas oublier que ça tourne autour des enfants.
Puis il faut toujours, je pense, ramener ça à l'enfant. Puis je donne un exemple de la rue école, là. C'est venu avec certaines plaintes très minimes, mais il y a des parents qui se sont plaints parce qu'ils ne pouvaient plus venir en auto à l'école. Mais dès qu'on sort l'argument de on fait ça pour la sécurité des enfants, il n'y a plus de contre-argument à ça. C'est difficile. Fait que je pense qu'on est capable de tout ramener nos projets puis de mettre ça clair avec des données qui viennent prouver que ça a un impact sur la réussite, la motivation, sur prendre la place dans leur quartier, bien là, je pense que toutes les initiatives vont être bonnes. Nous, on a la chance dans les écoles d'avoir, on appelle ça OPP, donc c'est l'organisation des parents qui sont un peu volontaires dans l'école, puis on a tous nos organismes communautaires. Puis moi, j'invite, s'il y a des gens de l'éducation qui écoutent, l'école communautaire, c'est le levier le plus important qu'on a pour ce genre d'initiative-là. Il faut absolument que l'école s'ouvre aux organismes communautaires qui, eux, ont un accès privilégié avec plein d'autres acteurs, dont les parents. Mais il faut toujours avoir en tête que même ces organismes-là, ben, on le fait pour l'élève, on le fait pour que la sécurité y soit. Fait que toutes ces initiatives. Moi, je ramène toujours ça à l'élève. Pour moi, c'est là que ça. C'est là qu'il faut. C'est là qu'on a un plus grand impact. Là. Puis après ça, ben, comment aller plus vite? C'est une bonne question. Hein? Moi non plus, je ne suis pas capable de répondre, Mme Sterling. Mais je vais aller plus loin enfin pas plus loin dans le même sens que vous, Denis, c'est que le communautaire, la communauté aussi, parce que tout ça est lié. Donc oui, l'enfant est au centre, mais je pense que l'enfant qui voit que l'école au coin de chez nous, puis c'est là qu'a démarré c'est là qu'ont démarré mes préoccupations citoyennes vraiment. C'est un espace occupé d'abord par les enfants, oui, pendant leur scolarité, mais en dehors de la scolarité. Mais ensuite, ça devient le lieu où s'articulent toutes sortes de liens communautaires. Puis nous, on a remarqué que nos projets qui vivaient le mieux et le plus longtemps, c'était les projets qui étaient, oui, pris en charge par les parents des élèves, mais par le reste de la communauté qui ne demande que ça, donc les organismes communautaires, puis qui eux, desservent les communautés ambiantes. Donc, c'est peut-être comme ça, avec cette volonté populaire qu'on va aller plus loin. C'est cette volonté généralisée qu'on va aller plus loin, avec une demande. Est-ce que Stéphanie, tu souhaites réagir sur peut-être des normes, des pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour aller plus vite, plus loin? Oh, je crois que ton micro est fermé. Pour le plus vite, plus loin, je pense que récemment, dans Rosemont, ils ont décidé de fermer, je pense, des entrées de 50 ruelles. C'est comme c'est facile, là, il y a des arrondissements qui ont des cadres bâtis où on peut aller plus vite, plus loin, plus facilement si on a la volonté. Je pense que je n'ai pas vraiment de réponse rapide à cette question-là. J'ai envie de dire, est-ce que l'école, ça doit être une bâtisse à chaque je ne sais pas combien de mètres? Est-ce que je pense qu'il y a ça aussi qui joue? On a parlé d'écoles spécialisées, les bassins sont énormes dans ces écoles-là, les écoles sans frontières. Est-ce qu'il faut peut-être aussi revoir la cohabitation? Quelqu'un l'a mentionné dans le chat, mais ça, ce n'est pas une réponse rapide. Bien, je prends la balle au bon. Il nous reste quelques minutes avec les questions du public. On a reçu beaucoup de questions. Il y a des questions qui seront répondues directement parce qu'elles sont plus spécifiques. Une question qui ressort de manière importante aussi. Oui, on met en place des projets, que ce soit rue école, verdissement, jardin pédagogique, agriculture urbaine, nommons-en, pour contribuer à l'école apaisée, mais il demeure que ces projets ont souvent du mal à être pérennisés ou à être pris en charge d'année en année, pardon. On a eu tantôt des pistes de réponse, on parlait de l'implication de la communauté. Comment s'assurer que ces projets qui contribuent à des écoles apaisées soient pérennes dans nos communautés? J'aimerais vous entendre sur ces questions, peut-être M. Boivin, et je passerai ensuite à Mme Sterling, que je vous voyais opiner de la tête aussi.
moi, mon premier réflexe, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait le plus d'acteurs possible dans ces projets-là. Si ça repose sur un organisme, si ça repose sur l'école, si ça repose sur une personne, c'est sûr que ça ne va pas se pérenniser dans le temps. Plus qu'il va y avoir d'acteurs qui vont être embarqués dans ce projet-là, ben, je pense qu'on vient d'avoir un bon levier pour continuer ça. De votre côté, Mme Sterling? Je vais exactement dans ce sens-là. Je pense aussi, puis nous, on a remarqué que comme justement, puis nous, comme décideurs, comme élus municipaux, c'est notre rôle aussi de mettre ensemble les différents partenaires parce que c'est ça, c'est vraiment ce qui s'observe, c'est que j'ai vu un commentaire là, tout à l'heure dans le chat, c'est que nous, on l'a vécu, les projets ont de la difficulté à être, comme à durer dans le temps parce que, juillet, août, il n'y a plus de parents nécessairement. Donc, alors que quand il y a un relais qui est fait auprès des gens qui sont là, puis d'autres partenaires aussi, notre projet de vigne à l'école, c'est un projet qui est soutenu aussi par un entrepreneur qui fait ça, un parent de l'école qui a ça, donc qui a cette expertise-là. On a un projet qui s'en vient, qui était dans un milieu très, très, très asphalté. Bien, les architectes autour de l'école ont favorisé, ont participé à la création du projet. Donc, c'est vraiment la multiplicité des acteurs autour du projet. C'est ça qui permet. C'est ça qui, de un, le pousse plus loin, mais ça lui permet de durer dans le temps. Une question qui est partagée par le public, qui est une réflexion qu'on amènera en question puis qui va probablement conclure notre discussion parce que les réponses ne sont pas simples à celle-ci. On parle des écoles, la sécurité des écoles, l'apaisement, la résilience. Est-ce qu'on pourrait aussi se dire que la question de la justice sociale, environnementale, de l'équité est au cœur aussi de ces questions? Et est-ce que dans les interventions, il doit y avoir cette réflexion? Et qu'est-ce que ça veut dire ensuite comme intervention? Est-ce qu'on priorise des milieux? Est-ce qu'il y a des nuances aussi dans la manière d'agir? J'aimerais entendre Anne Pelletier sur cette question, puis un tour de table par la suite des panélistes qui nous amènera vers la fin de notre webinaire. C'est une excellente question, Véronique. Effectivement, il y a des questions de justice sociale, environnementale, mais aussi d'iniquité en termes de santé dans l'aménagement des écoles et des milieux. Comme je le disais d'entrée de jeu là, dans mon pitch de vente, si on peut s'exprimer ici, il y a beaucoup plus d'écoles en milieu défavorisé qui sont construites directement ou à proximité d'artères, donc des milieux beaucoup plus bruyants, beaucoup plus risqués pour les jeunes, mais aussi souvent ces milieux-là sont encore plus vétustes. Et puis, malheureusement, pour l'instant, il y a de grands écarts entre les écoles en milieu favorisé et défavorisé. Souvent, dans le fond, l'implication des parents fait une grande différence. Dans un milieu favorisé, souvent les parents, c'est pas univoque, là, mais souvent les parents sont plus impliqués, puis c'est plus facile de porter des projets. La force du nombre fait toujours la différence. Puis on ne devrait pas, en fait, reposer uniquement sur des volontaires pour avoir des bonnes conditions pour nos enfants. Ça devrait reposer sur l'ensemble des acteurs, autant les parents que les enseignants, que les directions d'école, mais aussi les villes, les milieux dans lesquels sont construits les écoles. On devrait être conscient des défis. Donc, je pense que oui, c'est au cœur là, des enjeux actuellement, là, autant au niveau environnemental, social que sanitaire. J'invite Stéphanie, Marie, puis pour conclure, Denis, peut-être une trentaine de secondes chacun sur cette question de l'équité. Oui, c'est ça. Il faut voir les besoins des enfants comme si c'était des payeurs de taxes, là.
si on pourrait les voir comme des payeurs de taxes puis des gens qui votent, peut-être qu'on pourrait les dissocier des parents comme si c'était seulement une charge parentale et pas une opportunité incroyable de transformation, de levier de changement, en fait. Et puis, je pense que, par exemple, le plan d'urbanisme, il y avait des beaux mots dans le dernier plan d'urbanisme, mais après, on voit des quartiers entiers qui ne semblent pas concorder avec le plan. Je pense qu'il y a eu comme bon, je sais pas, je vais utiliser lâcheté, je sais pas quel mot, mais moi, quand j'y vais, je me dis, ça peut pas concorder. Donc, je pense qu'il faut être très, très sévère dans l'interprétation de ce qu'on entend par échelle à quartier, quartier à échelle humaine. C'est ça, à échelle d'un enfant de 3 ans. Est-ce que son expérience sensorielle est prise en compte? Lui qui est debout dans la rue, qui traverse la rue avec son parent. Je veux dire, si on peut faire ça, je pense qu'on pourra changer quelque chose, mais il faut qu'on se renoue avec notre enfant interne et qu'on connecte avec tous les enfants, pas le nôtre. Puis si on n'en a pas, il faut quand même connecter avec des enfants, puis pas les nôtres, d'autres enfants, comme si c'était notre voisin puis notre collègue. Merci. Appel à l'action sur la connexion avec notre communauté. Madame Sterling? C'est ça, vraiment, c'est l'idée, c'est ça. Il faudrait en fait idéalement prendre le plus petit enfant, le plus défavorisé, puis que ça soit notre critère pour arriver avec des décisions de réaménagement, regard nouveau, etc. C'est vraiment ça l'idée. Puis je veux pas parler juste de notre programme, mais je vais en parler quand même. Et cette année, on avait vraiment mis au centre, ça a guidé nos choix, l'idée d'inclusion sociale. S'il y a un HLM en face de ta cour d'école, ça va modifier toute l'intervention que tu vas faire. Donc, c'est toujours le plus partir du plus fragile dans le système pour concevoir l'environnement. Merci. Puis le mot de la fin pour M. Boivin. Hey, j'ai beaucoup de pression, là, le mot de la fin. Non, mais moi, je veux juste relancer à ce que Mme Pelletier disait, Anne Pelletier. C'est vrai que dans les milieux favorisés, on va voir souvent une implication des parents un peu plus présente. Là, je me suis promené beaucoup dans les écoles. Mais je veux juste mettre une nuance là-dessus parce que nos familles nouvellement immigrantes ou défavorisées ou démunies sont vraiment prêts à s'impliquer. Mais il y a des façons différentes d'aller les chercher. Ils n'ont pas la même approche face à l'école. Ça se développe. Ça se développe, puis c'est une force immense à Montréal. C'est pas pour rien qu'on est des acteurs de Montréal. C'est parce qu'on aime cette diversité-là. On aime inclure tous ces gens-là. Puis il faut juste pas rester avec une image de ils vont pas s'impliquer pour X raison, ils viennent d'arriver au pays. Au contraire, ils n'attendent que ça qu'on aille les chercher. Maintenant, c'est à nous comme acteurs de comment on va aller les chercher. Mais on a un gros levier, là, pour reprendre un mot populaire cet après-midi. Merci, M. Boivin. Votre mot, je pense qu'il peut s'adresser à l'ensemble des participants aujourd'hui au panel. L'invitation à passer à l'action. J'entends des mots de connecter avec la communauté, la sensibilité à l'inclusion. Puis, je pense aussi au courage, puis une volonté de sortir finalement de la boîte, puis d'essayer des choses si on va aller plus vite, plus loin. Je vous remercie sincèrement de votre présence ce midi, mais surtout de votre engagement au quotidien à transformer les écoles, les milieux de vie, à mettre de l'avant aussi ces enjeux sur lesquels nous sommes tous concernés comme société, et non seulement les enfants, je reprends ce que Stéphanie mentionnait. Pour les gens qui sont en ligne avec nous, toutes les questions seront conservées et répondues par la suite. Le webinaire également sera enregistré et diffusé. Je vous invite également, si vous souhaitez aller plus loin, connaître différentes ressources. Il y a sur les différents sites web du SUM le site Changer les règles du jeu, donc avec guide, outils pratiques pour la mise en œuvre de Rue École, et bientôt sera disponible une boîte à outils
très concrètes sur comment mettre en place la rue école. Également, sous les pavés à l'école, une trousse d'animation pour un atelier en classe, Ma Ville verte, puis également toute une série d'outils pour travailler à de la déminéralisation des cours d'école et des milieux de vie. Puis, moi, un projet, je vous dis, coup de cœur, j'identifie, j'agis dans ma communauté où on travaille avec des adolescents à appréhender leur milieu de vie et proposer des solutions pour transformer leurs écoles. Puis, je vous dis, c'est mon biais. On oublie souvent les ados dans la ville. Alors, bien important. Donc, 3-4 outils. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'organismes aussi dans les différentes communautés au Québec qui sont prêts à passer à l'action. Donc, souhaitons que notre webinaire est inspirant, amène des questions, mobilise vos communautés et je vous remercie encore une fois à tous de votre participation ce midi et bonne fin d'année scolaire puisque c'est dans quelques jours. Alors, merci beaucoup.